Un grognement d'indignation parcourut le hall du tribunal tandis que l'agent Karl Bowers se penchait sur la femme qui lui faisait face. « Qui vous a laissé entrer ici, femme noire » aboya-t-il d'un ton tranchant comme un rasoir. « C'est interdit, êtes-vous sûre d'être ici » Elle resta parfaitement immobile, la posture inflexible. Sans une once d'hésitation, elle soutint son regard. « Je suis là pour la salle 4B, » répondit-elle d'un ton neutre. « J'ai une réunion de prévue. » Son air renfrogné s'accentua lorsqu'il jeta un coup d'œil à la pièce d'identité accrochée à son cou, sans toutefois la lire. « Et qui vous attend exactement » s'exclama-t-il. Il ricana comme s'il rejetait sa présence. « Montrez-moi vos papiers, ou je vous raccompagne personnellement. » Sa voix était basse, mais son ton était ferme, ce qui attira l'attention des visiteurs. « J'apprécierais un ton plus professionnel, » dit-elle, chaque mot posé. « Je ne suis pas perdu. C'est une affaire officielle. » Il ricana, son rire rauque et moqueur. « Votre affaire officielle ? Vous n'êtes ni juge, ni avocat, personne ne me laisse passer sans mon accord. Remettez vos papiers, ou vous vous considérez comme une intrusion. » Se penchant, il envahit son espace personnel, les yeux plissés de mépris. Elle pencha la tête en arrière, refusant de céder. Lorsqu'elle fit un pas prudent en arrière, il la saisit par le bras comme si elle lui avait donné un coup de poing. « Garde tes mains bien en vue, grogna-t-il. « Lâche-moi, ordonna-t-elle, son calme se muant en autorité. « Tu n'as aucun droit. » Un silence pesant s'abattit. Les agents de sécurité s'attardèrent en périphérie, hésitant à intervenir. La réceptionniste se couvrit la bouche derrière son comptoir. Bowers en profita. « Vous vous prenez pour quelqu'un de spécial, avec votre costume chic ? Vous faites une scène ? Vous criez au racisme ?» Elle prit une grande inspiration, le regard fixe. « Commettez-vous un abus d'autorité ? » « Des abus » cracha-t-il d'un rire creux. « Pas encore. » Mais continuez à résister. Il la plaqua contre le comptoir en marbre avec une telle force que son coude heurta le bord avec un bruit sourd et esséurant. Le cri d'un employé rompit le silence lorsqu'un jeune avocat leva son téléphone pour enregistrer, mais un autre agent le lui confisqua. « N'enregistre pas, connard » siffla Bowers dans sa radio. Le suspect refuse de se présenter. Menace possible. Envoie des renforts. Elle pivota complètement, grimaçante mais pleine de défis. L'incrédulité et le mépris se lisaient sur son visage. « C'est comme ça que tu es » dit-elle doucement. « C'est comme ça que tu travailles. Je ne te dois aucune explication. Tu n'es rien sans ce badge. » À cet instant, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un tintement. Une femme mince, portant des lunettes, serrant un dossier contre sa hanche, en sortit. Bowers desserra légèrement sa prise tandis qu'il jetait un coup d'œil. « Mademoiselle Grenet » balbutia-t-il, tout en maintenant les poignets de l'autre femme. Le dédain de la nouvelle venue était palpable. « Que faites-vous au directeur Grenet » demanda-t-elle d'une voix glaciale. L'espace d'un instant, Bowers parut désorienté. Pour lui, ce n'était qu'une autre femme noire défiant son autorité. « Directrice de quoi » grogna-t-il, sans prendre la peine de la regarder. Puis, dans un réflexe d'arrogance, il poussa la nouvelle venue vers le comptoir. Elle se rattrapa avec son avant-bras, son genou heurta le bois avec un léger craquement. « Arrêtez ça » cria un passant. Un homme d'une soixantaine d'années, cravate bleu marine et badge scintillant, émergea de la foule. Le juge Gerald Morton, l'un des rares au courant de la nouvelle nomination, s'avança à grands pas, la fureur contenue derrière un masque de sang-froid judiciaire. « Inspecteur Bowers, relâchez-la immédiatement. » Bowers serra les dents, mais sa détermination vacilla à mesure que le juge avançait. « Elle ne s'est pas identifiée. J'ai fait ce que n'importe quel policier aurait fait. » La voix du juge Morton le transperça comme un coup de marteau. « Vous avez agressé le directeur régional des enquêtes internes, votre supérieur hiérarchique direct devant témoins et caméras. Vous êtes suspendu. Remettez immédiatement votre arme à feu et votre badge à l'agent James. » Un silence plus lourd encore s'abattit. Tous les regards se tournèrent vers Bowers qui, à contre-cœur, retira sa main du bras de la femme. Alana Grenet se redressa, lissant le revers de sa veste avec une précision glaciale. « Juge Morton, dit-elle d'une voix douce mais qui résonnait dans toute la pièce, qu'il me la remette. Je veux qu'il comprenne précisément qui il a agressé. » Les yeux de Bowers se mirent à bouger, troublés pour la première fois. Alana marqua une pause,
le regard fixé sur lui. « Inspecteur Bowers, poursuivit-elle, je vous attends à mon bureau demain matin à 9 heures. On verra si vous parlez bien sans votre uniforme. » Puis elle tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière elle une salle d'audience transformée à jamais. Le murmure d'indignation s'amplifia et les caméras cliquèrent. L'agent James s'approcha, son badge prêt. Bowers resta figé sur place, la main à sa ceinture, une tension électrique irradiant de lui. Alana marqua une nouvelle pause, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Dans ce silence pesant, le moindre tremblement dans sa posture en disait long sur la force tranquille de quelqu'un qui sait qu'il a toujours eu raison. Elle ne le regarda pas dans les yeux. Elle n'y était pas obligée. « Nous allons devoir le désarmer par la force », annonça-t-elle d'une voix froide et détachée. James hésita un instant avant de s'avancer. « Carl, rends-moi ton arme », le pressa-t-il d'un ton suppliant. « Facilite-toi la tâche. » Le regard de Carl parcourut la salle, le banc du juge, les rangées de spectateurs, les avocats postés de chaque côté où son expression était une tempête d'incrédulité et de trahison. Dans ce silence pesant, quelqu'un dans la galerie haleta. Une voix aiguë, basse et brisée, cracha, « Et maintenant ? On laisse l'un de nous gouverner les autres ?» Un autre halètement, puis un juron retentissant. Le bloc-notes d'un avocat tomba au sol. Le froncement de sourcils du juge s'accentua, comme s'il venait d'assister à une atrocité. « Tu t'enterres, Carl » murmura James, à peine audible. L'espace d'un instant, la salle d'audience entière retint son souffle, prête à affronter la violence. La main de Carl flottait à ses côtés, ses doigts tremblants près de la crosse de son pistolet de service. Mais au lieu de brûler du plomb, il n'eut qu'un geste lent et délibéré, il dégrafa l'étui, sortit l'arme et la posa sur le comptoir. Son insigne, autrefois fier emblème d'autorité, suivit, jeté sur l'arme avec un bruit métallique qui résonna dans la salle. La colère irradiait de lui comme une chaleur. « Profitez-en », ricana-t-il. « On verra combien de temps ce cirque durera. » Sans une once d'émotion, Alan se leva. Il pivota sur ses talons, se dirigea vers l'ascenseur et, telle une force de la nature, écarta la marée d'uniformes et de costumes. Le seul bruit, dans ces moments difficiles, fut le claquement sec de ses talons vernis sur le marbre, jusqu'à ce que les portes se referment. Carl resta seul, entouré de visages choqués. Personne ne s'est avancé. Personne n'a offert de réconfort. Aucun regard compatissant. Il était exposé, dépouillé du pouvoir qu'il exerçait autrefois avec tant d'insouciance, abandonné devant l'indifférence de la justice. « Arrêtez-le », ordonna le juge avec un bref hochement de tête. James ne répondit pas. Il posa une main ferme sur l'épaule de Carl et le guida hors de la salle d'audience sans un mot. Dans l'ascenseur exigu, Alana prit une profonde inspiration. L'empreinte de la main de Carl brûlait encore sur son bras, mais elle refusait de la laisser la ralentir. Pas après aujourd'hui. Pas après ce qu'elle avait vu. Et ce n'était que le premier jour. Jour 2, 8h59. Son bureau provisoire attribué seulement en attendant la préparation d'un local permanent se trouvait au 4e étage du palais de justice. Il était modeste, un simple bureau, un vieux fauteuil pivotant, une unique fenêtre donnant sur le portique de pierre en contrebas et une solide porte en bois munie d'une serrure renforcée. Sur son bureau reposait une tasse de café intacte, dont la vapeur montait encore dans l'air frais du matin, à côté d'un épais dossier ouvert à la première page. Une petite caméra dôme clignotait en rouge dans un coin, enregistrant tout. À 9 heures une précise, quelqu'un frappa violemment à la porte. « Entrez », appela Alana sans lever les yeux. Carl Bowers intervint. L'uniforme impeccable et l'étui à ceinture avaient disparu. Il portait une chemise blanche froissée, un jean délavé, pas de ceinture, pas d'arme, juste un homme aux joues creuses et aux yeux cernés par l'épuisement, mais toujours brûlant de défi. « Assieds-toi », dit-elle en désignant la chaise en face d'elle. Il s'y assit, les bras croisés, les yeux fixés sur la fenêtre, comme s'il espérait que la lumière du matin lui offrirait une échappatoire. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici » demanda-t-elle en feuilletant le dossier ouvert. Carl laissa échapper un rire sans joie. « Tu veux être sous les projecteurs. »« Je comprends. » Alana leva les yeux. « Ce n'est pas personnel, inspecteur. C'est institutionnel. » Elle referma le dossier d'un clic contrôlé. « Vous êtes sous contrôle judiciaire pour abus de pouvoir, multiples incidents racistes, agressions physiques et outrages au tribunal. Nous avons des déclarations de témoins, des enregistrements audio et un dossier disciplinaire qui se lit comme un catalogue d'avertissements ignorés.
Il serra les dents mais resta silencieux. Ce qui me surprend, poursuivit-elle en se penchant en arrière pour bien assimiler ses paroles, c'est que ce n'est pas votre première altercation avec une femme noire. Pas la deuxième non plus. Il y a des rapports antérieurs enterrés, expurgés faute de preuves, des témoignages qui ont disparu. Il leva le menton. Tu es fier de ça? Je n'ai rien à dire. Bien sûr que non, répondit-elle doucement. Les hommes comme vous se croient intouchables. Ils se cachent derrière leurs insignes et pensent pouvoir agir en toute impunité. Les yeux de Karl se posèrent sur elle, non pas avec respect, mais avec défi. Et toi, tu es différente? Tu crois qu'un titre prestigieux te garantira le respect? Ils te dévoreront et te recracheront bien assez tôt. Alana soutint son regard, inébranlable. Il disait la même chose à Boston, à Atlanta, et avant cela à Network. Tu sais où les hommes comme toi ont fini? Silencieux, suspendus, poursuivis en justice au niveau fédéral mis à la retraite anticipée, certains en prison, tous remplacés par des personnes intègres. Des hommes et des femmes qui croyaient au service avant le statut. La colère se lisait sur les traits de Karl, mais elle restait contenue. J'y vais, murmura-t-il. Elle glissa une feuille de papier sur le bureau. Vous pouvez signer votre démission ou accepter formellement votre suspension en attendant l'examen du comité. À vous de choisir. Karl fixa le document comme s'il annonçait sa fin. Il flottait, comme attaché à un pouvoir qu'il savait ne jamais pouvoir récupérer. Finalement, il prit le stylo. Sa main tremblait non pas de peur, mais d'une défaite brûlante de rage. Il signa. Ce ne sera pas la fin, murmura-t-il. Cette fois, ce sera le cas, répondit-elle d'une voix froide et définitive. Escorté dehors, il traversa le couloir, sans que ses anciens pairs ne le saluent. Pas un hochement de tête, pas une poignée de main, seul résonnait l'écho sourd de ses pas sur le marbre. Monsieur le directeur, la mère de Samuel Torres est arrivée, annonça l'assistant d'une voix basse et solennelle. Alana hocha la tête. Elle ferma le dossier de Karl et en ouvrit un autre, révélant une photo, un jeune homme aux cheveux noirs et aux yeux brillants, le sourire ample, empreint de l'assurance naturelle de la jeunesse, Samuel Torres, 17 ans. Il était mort 3 mois plus tôt, abattu après une course-poursuite que les enquêteurs avaient qualifiée de voiture volée. Pas d'empreinte digitale, pas d'ADN, aucune preuve que la voiture n'était pas la sienne. Il n'était pas armé. Alana se leva pour saluer la femme qui entrait, Marisol Torres, serrant un dossier usé par les larmes et les mains anxieuses. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon sombre, son visage tiré par le chagrin. Madame Torres, dit doucement Alana. Les yeux rouges et las de Marisol lancèrent un regard prudent dans sa direction. Personne ne m'écoutait avant. Tu as toute mon attention maintenant, lui assura Alana en la guidant vers une chaise. Le rapport indique que mon fils a pris la fuite lorsque les policiers lui ont ordonné de s'arrêter, commença Marisol, la voix tremblante. Mais il se rendait à son poste où il travaillait dans un fast-food. J'ai son uniforme ici. Elle sortit une photo, Samuel en chemise de service, souriant discrètement. Il a fui parce qu'il avait peur, a poursuivi sa mère. Une semaine plus tôt, un policier blanc l'avait menacé d'une arme, affirmant qu'il correspondait à son signalement. Depuis, il paniquait à la vue d'une voiture de patrouille. Alana écoutait, la plume en main, enregistrant chaque mot. C'était une preuve humaine qu'aucun fichier ne pouvait capturer. Et ensuite, demanda-t-elle. Ils m'ont tendu un sac, avec son téléphone et son portefeuille, dit Marisol, la voix brisée par cette froide formalité. Pas d'excuses, pas d'explication. Juste un paquet contenant ses affaires, comme s'il s'agissait d'un objet trouvé. Un silence s'installa. Alana prit une profonde inspiration et attrapa un dossier séparé. Elle sortit une image figée d'une caméra de surveillance privée, Samuel déambulait tranquillement sur le trottoir, jusqu'à ce qu'une voiture de patrouille arrive à sa hauteur et que 2 policiers en sortent. Ce détail avait été omis du rapport officiel. Les yeux de Marisol s'écarquillèrent. Alors ils ne couraient pas? Ils ont menti. Ce qui signifie que nous rouvrons le dossier, a affirmé Alana. Marisol pressa ses mains tremblantes contre sa bouche, un son qui n'était ni un sanglot ni un cri mais un chagrin pur et brisé. Alana se leva, s'approcha de Marisol et s'agenouilla à ses côtés. Ce n'était pas une comédie, elle connaissait le poids de ce chagrin, l'agonie d'une mère au cœur brisé. Je trouverai le responsable, promit-elle doucement. Je le jure. Plus tard dans l'après-midi, dans un bureau de l'aile ouest du palais de justice,
les agents Kevin Harlow et Mick Dane ont vu leur notification par email s'allumer à l'unisson. Assignation obligatoire à comparaître pour examen interne, affaire Torres. La mâchoire des Harlow se serra. Dane déglutit difficilement. Tous deux comprirent que la roue de la responsabilité avait commencé à tourner et que rien ne serait plus comme avant. Je vous l'ai déjà dit, gronda Dane. Cette femme n'est pas là pour se faire des amis. Je me demande combien de temps elle va tenir avant qu'il ne la chasse, marmonna Harlow en se penchant en arrière, comme s'il s'apprêtait à voir un spectacle. Mais sous leur bravade, les deux officiers ressentaient le même frémissement d'inquiétude. Cette fois, la justice était arrivée sur les talons, et elle n'avait pas l'intention de faire des prisonniers. Lorsque Lana rencontra Alana pour la première fois, elle murmura, émerveillée, il n'a pas d'étalé. Samuel se tenait là, les mains levées en signe de reddition, et pourtant, ils tirèrent 2 fois. Dans la salle d'interrogatoire austère, l'officier Kevin Harlow était perché sur le bord de la chaise en métal, feignant l'indifférence. « C'est à propos de ce gamin Torres ?» demanda-t-il en croisant les bras tandis qu'Alana prenait place en face de lui. « Affaire classée. C'est lui qui a commencé, il a essayé de s'enfuir, on a fait ce qu'on avait à faire. » Le regard d'Alana s'éclaira. « Ils l'ont abattu, coupa T.L. Sans arme. Il n'a jamais pris la fuite. Et vous le saviez tous les deux. » Harlow ricana d'un ton nasillard et moqueur. Et puis, la réalisatrice, dans son joli tailleur, me fait la leçon sur le danger dans la rue. Aucune trace d'offense ne traversa le visage d'Alana. Elle déposa un épais dossier médical sur la table, des ecchymoses enserraient les poignets de Samuel, des contusions qui ne correspondaient à aucune bagarre. « Suis-je accusé ?» aboya T.L., se déplaçant mal à l'aise tandis qu'elle lançait les images de surveillance. « Pas encore », répondit Alana d'un ton posé. « D'abord, écoutons votre témoin. » Elle fit un signe de tête vers la vitre teintée, et un garde fit entrer un jeune homme tremblant. Diego Espina, l'ami de Samuel au restaurant. Je l'ai vu, balbutia Diego, la voix haletante de peur. Je traversais la rue quand les policiers se sont arrêtés. Samuel a levé les mains. Le policier le plus âgé l'a plaqué tête la première sur l'asphalte, puis l'autre il lui a tiré dessus. Sans avertissement. Sans raison. Alana fit pivoter l'écran pour révéler 2 photos de profil. Laquelle ? Le doigt de Diego se posa sans hésitation sur l'image des Harlow. Lui. Il a appuyé sur la gâchette. Harlow frappa la table du plat de la main. C'est un piège. Ils croiront un témoin inconnu plutôt que moi. Alana se pencha en avant, calme et inflexible. Nous le croyons, car son témoignage concorde avec la vidéo cachée, les conclusions médicales que nous avons découvertes et les incohérences de votre rapport. Il se leva et s'approcha à quelques centimètres de son visage. Vous avez tiré sur une adolescente non armée, puis falsifié vos papiers. Vous l'avez fait parce que vous le pouviez, parce que vous pensiez que personne ne vous contredirait. Jusqu'à maintenant. Le visage des Harlow se tordit de rage. C'est de la vengeance, une vengeance raciale déguisée en justice. La voix d'Alana était glaciale. Non. C'est la justice. Le juge Samuel Torres n'a jamais vécu assez longtemps pour la voir. Le silence s'abattit sur la pièce comme un linceul. Lors de la conférence de presse au tribunal fédéral, Marisol Torres se tenait aux côtés d'Alana, son chagrin transformé en détermination. Les caméras ont cliqué sur elle alors qu'elle affrontait le monde, non pas comme une mère brisée, mais comme une femme renaissante de ses cendres. « Mon fils sera lavé de tout soupçon », a-t-elle déclaré d'une voix cassante mais inébranlable. « Et je ne me tairai pas. » Plus tard dans la soirée, seule dans son bureau, Alana clôtura le dossier de Samuel Torres ou une victoire dans une mer d'affaires non résolue. Elle prit une grande inspiration avant d'ouvrir le dossier suivant, l'affaire de l'agent Mick Dane, allégation de maltraitance au centre pour mineurs de Westlake. Le dossier était mince, seulement 8 pages mais chaque page était accablante, des ecchymoses sur le torse d'un adolescent de 15 ans, une côte fracturée et un rapport succinct minimisant les violences. L'auteur, Mick Dane, le même garde présent la nuit où Samuel est mort. Une photo décolorée montrait Malik Jones, un garçon frêle de 15 ans, au regard méfiant et aux épaules fragiles, plus enfant qu'adolescent. Son crime, selon la version officielle, était une bagarre à la cafétéria, 2 garçons se bousculaient dans la file d'attente pour le déjeuner. L'intervention de Dane, cependant, impliqua de traîner Malik dans des toilettes hors champ et de le laisser en sang sur le carrelage. Dans la salle d'interrogatoire du centre, Malik était recroquevillé sur une chaise en métal,
le regard fixé au sol. Je ne veux pas parler, marmonna-t-il. Ils promettent toujours de l'aide, et puis il revient. Alana s'agenouilla près de lui, patiente mais ferme. Il ne reviendra pas. Personne d'autre ne paiera pour ce qu'il a fait si tu gardes le silence. Finalement, le regard de Malik croisa le sien, les larmes luisant d'une fureur enfouie. Il m'a traité de déchet. Il a dit que je finirais comme Samuel si je ne me redressais pas. J'ai vu les infos sur Samuel. Je crois que c'est de lui qu'il parlait. Alana sentit ses poings se serrer. Il t'a frappé? Malik hocha la tête. Il m'a frappé et m'a dit que si je criais, il me briserait les dents. Alana déglutit difficilement, se redressant de toute sa hauteur, le regard fixe. Maintenant, ils vont te croire. Lorsque l'agent Dane entra dans la salle d'interrogatoire le lendemain matin, sa confiance vacilla au premier mot d'Alana. Vous avez un historique d'abus envers les jeunes noirs dans ce centre. Dane haussa les épaules avec un sourire narquois. Je m'occupe juste des plus gros fauteurs de troubles. Toujours le même public. La voix d'Alana le transperça comme l'acier. Comme Malik, comme Samuel. Dane ricana, dédaigneux. Ils n'ont aucune importance. Je le veux, répondit Alana en posant une clé USB sur la table. L'enregistrement qui suivit, capté par un micro caché fraîchement installé, révéla le rire insensible de Dane tandis qu'il complotait pour montrer à Malik qui est le patron. Étiez-vous au courant des nouveaux enregistreurs, demanda-t-elle, les lèvres courbées dans un léger sourire menaçant. La bravade de Dane s'effondra. Quelques instants plus tard, il avoua. Karl Bowers et Kevin Harlow furent cités à comparaître à ses côtés. Dane risquait jusqu'à 12 ans de prison. Le nom de Samuel Torres était désormais inscrit sur un projet pilote de réforme de la police qu'Alana avait contribué à concevoir. Malik Jones retourna à l'école grâce à un programme de soutien spécialisé et, pour la première fois depuis des années, sa mère affirma qu'il dormait toute la nuit sans faire de cauchemar. Ce soir-là, Alana resta à son bureau, talons ôtés, la tête appuyée contre ses paumes. D'autres dossiers l'attendaient, d'autres noms réclamaient justice. Mais ce soir, murmura-t-elle, j'arrive. Le système tremblait et cette fois, il évoluait dans la bonne direction. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez maintenant pour regarder la vidéo complète et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager d'où vous la regardez.